Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous continuons notre série sur les grandes arnaques et fraudes financières de ces 20-30 dernières années. Arnaques qui ont touché à chaque fois des centaines, voire des milliers d'épargnants français. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire Aristophil. Et je vais suivre le même plan que nos précédentes vidéos. Je vais vous rappeler le contexte, en quoi cette fraude, expliquer le schéma de cette fraude. Ensuite, comment elle a été découverte, quelles ont été les conséquences pour les investisseurs. Et pour terminer, comment pouvoir se protéger au maximum de ce genre de fraude. Alors, rappelons tout d'abord le contexte de cette fraude. Début des années 90, Gérard Lheritier crée la société Aristophil. Cette société se présentait comme une société spécialisée dans l'investissement des manuscrits et des œuvres littéraires rares. L'entreprise donc offrait aux particuliers l'opportunité d'acquérir une partie de ces documents via des contrats de copropriété. Elle promettait des rendements très élevés, souvent de l'ordre de 8 à 9% par an, d'accord, grâce à une revente de ces œuvres au fur et à mesure qu'elles étaient valorisées. Quelle a été la fraude? Quel a été le schéma de cette fraude? Eh bien, tout simplement, le modèle d'Aristophil repose en réalité sur un système pyramidal, proche du schéma de Ponzi, et ça vous rappelle effectivement donc l'histoire de Madoff, à nouveau. Voici comment cela fonctionnait. Premièrement, donc Aristophil achetait des œuvres. Il achetait des manuscrits, des documents historiques, ce qui était souvent surévalué par des experts affiliés à Aristophil. Donc, avec une expertise qu'on pouvait remettre en cause de par sa neutralité. Deuxième point, les œuvres étaient revendues de façon fractionnée, c'est-à-dire que il proposait d'investir donc en copropriété à plusieurs pour acheter ces œuvres, et donc souvent à des prix qui étaient bien supérieurs à leur valeur réelle. Ensuite, les rendements fictifs ne reposaient pas sur le fait d'avoir acheté, d'avoir revendu avec une plus-value, mais reposaient seulement par l'argent apporté par les nouveaux investisseurs qui alimentaient justement cette pyramide de Ponzi. Et enfin, on se retrouve à un moment de manque de liquidité, puisque comme elle n'était jamais réellement revendue, quand les investisseurs ont commencé à demander d'être remboursés, puisqu'on leur avait promis des rentabilités sur 5, 6, 8, 10 ans, donc une fois que cette durée était écoulée, certains commençaient à demander le remboursement, et donc Aristophil n'avait pas la liquidité pour les rembourser. Donc, on constate à ce moment-là, effectivement, une véritable pyramide de Ponzi qui va s'effondrer. Et c'est près de 18 000 investisseurs qui se sont fait avoir dans ce dossier pour un montant avoisinant les 800-900 millions d'euros. Comment a été découverte cette fraude? Très simplement, l'AMF a donc fait son travail et a conduit à une enquête, et la justice a été saisie pour découvrir à ce moment-là que les manuscrits étaient largement surévalués, parfois de façon très absurde, que les rendements promis étaient fictifs et non basés sur des transactions réelles où j'ai un prix d'achat, j'ai une valorisation et j'ai un prix de vente, d'accord? Les investisseurs ne pouvaient jamais récupérer leurs fonds. Donc là, il commençait à y avoir effectivement bien la démonstration qu'on était dans une fraude aggravée, car le marché des manuscrits rares n'était pas assez liquide pour justifier tous ces montants investis. Et donc en 2015, Aristophil a été liquidé et son fondateur Gérard Lheritier a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment. Quelles ont été les conséquences donc de cette fraude? Eh bien, beaucoup d'investisseurs ont perdu une grande partie de leurs économies. Les pertes sont estimées entre 500 à 700 millions d'euros. Les manuscrits et les œuvres ont été mis aux enchères, mais les résultats de ces ventes
sont loin de compenser les pertes des investisseurs. Pour Gérard Lhéritier, qui était surnommé à l'époque le Mozart des manuscrits, il a toujours nié avoir orchestré une fraude. Il a été mis en examen, mais son procès ne s'est pas encore terminé en 2023. Donc, on peut supposer effectivement qu'il sera bien condamné, mais vous voyez que 8 ans après la découverte, 8-9 ans après la découverte, ce n'est pas encore terminé. Et puis, pour le marché des manuscrits, le scandale a fortement perturbé ce marché parce que en méfiant les investisseurs, alors qu'il y a réellement des œuvres d'art ou des objets rares qui peuvent faire partie de collections et qui peuvent effectivement être valorisés dans le temps. Voilà. Alors, comment se protéger, encore une fois, de ce type d'arnaque? Je vous dirais que même nous, en tant que professionnels, on a failli tomber dans le panneau, puisque je me souviens très bien, dans ces années, autour des années 2010, avoir rencontré des représentants de c'était Aristophil. À cette époque-là, ils nous avaient même remis un document, plus qu'un document, c'était un livre imprimé avec un certain nombre d'œuvres, et que je vous ferai passer à l'occasion, parce que c'est intéressant, si vous voulez, de garder un petit peu dans l'histoire comment les gens qui montent ce type d'arnaque peuvent aller au bout de leur raisonnement, parfois de bonne foi, on va dire les premières années, mais après qui tombent un petit peu dans leur propre piège, et s'entourer de gens de marketing pour développer, effectivement, raconter toute une belle histoire, mais qui en fin de compte n'a pas de fondement économique et ne tient pas la route. On a le même genre d'histoire sur d'autres sujets, les œuvres d'art, les collections de vins. Nous a même proposé des cheptels de vaches pour pouvoir investir. Donc l'imagination, la créativité dans ce domaine-là n'a pas de limite. Alors, comment s'en protéger? Comment s'en protéger? On parle d'actifs illiquides par essence, puisque on n'est pas dans un marché organisé où vous avez de multiples acteurs qui peuvent créer la liquidité. Un marché organisé, ça veut dire que déjà, il y a une réglementation qui s'applique, que vous avez beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, et ce qui fait que, peu importe, entre guillemets, le prix, mais le marché régule déjà le prix et fait en sorte que quand vous souhaitez vendre ou que vous souhaitez acheter, il y a une certaine facilité. D'accord? Donc là, on est typiquement dans des marchés qui sont très spécialisés, où il n'y a que quelques acteurs qui, à la fois, sont vendeurs, acheteurs, et ne permettent pas d'avoir une liquidité ou d'avoir différents avis sur la valorisation de ces œuvres. Donc là, déjà, premier point important, c'est comment on évalue, qui évalue la valeur de ces œuvres. Deuxième point, comme on n'est pas sur du produit financier pur, on était hors régulation. Et donc heureusement que l'AMF, à partir du moment où on s'est retrouvé dans une situation d'appel public à l'épargne, donc d'une diffusion en masse, l'AMF s'est saisi de ce dossier pour le contrôler, pour mener une enquête et pour constater qu'effectivement ce qui était vendu était entre guillemets du vent. Le manque de transparence, encore une fois, excusez-moi du terme, mais les investisseurs sont souvent poussés par l'avidité et cette promesse de rendement élevé, et ne prennent pas le temps de prendre du recul et d'analyser les risques et les conditions. Nous avons actuellement, à l'heure où je vous parle, nous sommes fin 2024, la possibilité de trouver des placements avec des rendements élevés, mais on ne fait pas de promesses dans le temps. On sait qu'aujourd'hui, c'est temporaire. Sur tel et tel marché, il y a des opportunités, on les saisit. Ça va durer quelques mois, ça va durer 2, 3 ans, mais ça ne peut pas durer 10 ans, ça ne peut pas durer 20 ans. D'accord? Les marchés fonctionnent avec des cycles. Il y a des moments où il y a des accélérations, où les valorisations sont importantes et grimpent très vite, mais forcément, à un moment, il y a un rappel, et puis ça ralentit, et donc ça baisse.
Ça fonctionne par cycle et ça a toujours été comme ça. Vous le voyez actuellement sur le marché de l'immobilier, vous le voyez sur les marchés financiers. D'accord? Donc, tous les autres actifs doivent fonctionner la même chose. Je reparle encore une fois du Bitcoin. Vous voyez actuellement le Bitcoin, c'est un des marchés les plus spéculatifs, qui a le vent en poupe parce que ça y est, il a dépassé les 100 000 $. Mais avant d'arriver là, il est passé par plusieurs phases, de hausse et de baisse. Donc, des phases d'euphorie, où on se prenait pour les rois du monde quand on avait du Bitcoin, et des phases de dépression où on se disait, bon, bah ça, c'est du vent, ça ne correspond à rien. Bon. Donc là, je ne veux pas donner mon avis là-dessus, mais si vous voulez, vous voyez que ces actifs-là, tous les actifs passent par des cycles de hausse, des cycles de baisse, et c'est le temps qui vous permet de voir si vous avez effectivement eu raison et la valorisation progressive de tel ou tel actif. Et un actif peut être bon à un moment, moins bon à un autre moment, et éviter d'acheter un actif quand il a déjà énormément monté. Et là aussi, encore une fois, c'est mon expérience, très souvent, l'investisseur particulier ou néophyte va avoir tendance à acheter ce qui a, dans le passé, fait des performances. Et ne croit pas à l'actif qui est sous-évalué, à l'actif qui a baissé et qui peut-être est au moment où il faut l'acheter parce qu'il est en solde et qu'il va monter. Voilà. Ça, c'est des analyses que nous faisons régulièrement et on essaie toujours de savoir pourquoi un actif est haut et qu'est-ce qui fait qu'il a monté et qu'est-ce qui fait que maintenant, bah, c'est peut-être le moment de vendre, de sortir parce qu'il ne montera pas jusqu'au ciel. Et un autre actif, hein, à l'inverse, qui est dans un creux, qui vaut plus grand-chose, bah, peut-être qu'il ne vaudra plus grand-chose, mais quels sont éventuellement les potentiels de rebond pour être valorisés dans les années qui viennent. Donc ça, c'est important aussi à regarder. Ok? Donc, encore une fois, voilà, l'histoire d'Aristophile, c'est une histoire intéressante parce que on avait à la fois des gens passionnés de l'histoire, quand on vous parle de manuscrits de Napoléon, de Charles de Gaulle ou de grands écrivains, bah, ça fait toujours rêver de se dire, bah tiens, je vais posséder une partie de cette histoire de France. Et donc, ceux qui ont promu ce genre d'investissement ont bien compris qu'ils jouaient sur cette petite corde sensible. Donc, encore une fois, notre conseil, faites-vous accompagner. Si vous avez l'occasion, tiens, nous on développe un outil très simple, le Patrimoscan, mais qui vous permet en quelques minutes de découvrir un petit peu votre profil d'investisseur. C'est accessible en ligne, mais nous sommes là, hein, nous sommes des investisseurs et des conseils avec une expérience qu'on met à votre disposition. Et donc, venez nous rencontrer dans nos bureaux, venez échanger, venez poser vos questions et on vous donnera un certain nombre de conseils qui, je pense, bon, sont aujourd'hui beaucoup de conseils de prudence, mais c'est pour vous permettre effectivement de prendre du recul. Hein, voilà. Je vous dis à très bientôt et pour un prochain épisode sur encore des histoires très intéressantes. À bientôt. Au revoir.